bonsoir tout le monde. Il est 19h02. Bonjour à vous. Ici Valérie Couture, qui sera votre animatrice pour la soirée. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Condo Légal. En cette émission du 29 septembre, notre thème aujourd'hui sera question de l'assurance des copropriétaires. Alors, on parle souvent d'assurance du syndicat, mais ce soir, nous allons parler de l'assurance des copropriétaires. Donc, au niveau de nos invités ce soir, nous avons Vincent Gaudreault. Vincent qui est un habitué de l'émission, président chez Gaudreault Assurance. Moi-même, Valérie Couture, présidente de Condo Stratégiste. Nous avons Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite et secrétaire du RGCQ et avocat conseil au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Et nous avons Mathieu Sirois qui va se joindre à nous dans quelques minutes, qui est expert en sinistre chez Crawford et compagnie. Donc, ce soir, nous parlons des assurances des copropriétaires. Nous allons voir aussi l'assurance des améliorations à la partie privative. Vincent va couvrir plusieurs thèmes. Donc, on invite nos auditeurs à nous faire circuler leurs questions sur le Facebook. Donc, le contrat d'assurance du copropriétaire. En fait, on a la fiche pratique qui est très intéressante sur Condo Légal qui peut vous aider à répondre à vos questions. Si vous êtes copropriétaire, il est très important de bien s'informer sur les protections incluses dans le contrat. C'est sûr que c'est pas toujours intéressant de s'informer sur une police d'assurance. En fait, on se réfère et on fait beaucoup confiance aux courtiers, mais il faut quand même tout de même s'assurer que nous sommes bien assurés comme copropriétaires. Donc, dans le contrat de la protection incluse dans votre contrat, il y a aussi celui du syndicat. Il faut connaître les montants de franchise applicables lors d'un sinistre pour éviter toute surprise. Le contrat du syndicat couvre des dommages causés à l'ensemble de l'immeuble, y compris votre partie privative. Le contrat du copropriétaire couvre les dommages causés à vos biens et aux améliorations effectuées dans votre unité de condo, votre responsabilité civile et la répartition qui pourrait vous être imposée par votre syndicat. Cette répartition peut être occasionnée en raison de la franchise d'assurance ou d'insuffisance d'assurance sur la couverture de l'assurance du syndicat. Donc, ce soir, on va vraiment, avec nos experts, couvrir ces points-là parce que, comme professionnel en copropriété, j'entends jamais parler de ça. Donc, je suis sûre que ce n'est pas un sujet qui est très valorisé et on va justement démystifier tout ça pour vous ce soir. Donc, on vous invite à aller voir sur la fiche pratique de Condo Légal où est-ce que l'information est constamment mise à jour par l'équipe de Maître Jolicoeur et qui est une bible d'information pour vous, copropriétaires et administrateurs, naturellement. Donc, ce soir, nous avons Mathieu qui n'est pas arrivé, mais qui va se joindre à nous, qui est un spécialiste chez Crawford et compagnie et qui sont des experts en sinistre. En fait, le service qui est offert par l'équipe de Crawford, c'est d'aider à démystifier lors d'un sinistre qu'est-ce qui va se passer, comment ça va fonctionner et effectivement trouver un peu la cause du sinistre. Donc, pour ceci, nous voyons ici la publicité que Crawford fait pour ses experts de sinistre, qui est une compagnie qui est à l'extérieur aussi du Québec. Donc, je vais céder la parole immédiatement à notre ami Vincent Gaudreault, qui va nous mettre tout de suite à l'idée de la soirée. Vincent. Bon, ben merci Valérie, super apprécié. En fait, ce soir, on veut faire un peu différent des autres thématiques qu'on a faites. On parle beaucoup de syndicats de copropriété depuis le début là, des web radios, de l'assurance du syndicat de copropriété, qu'est-ce qu'on fait quand on a un dégât d'eau qui touche un syndicat de copropriété. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de l'assurance du copropriétaire parce que c'est excessivement important parce qu'évidemment, il y a l'assurance du syndicat, mais c'est une danse à deux au niveau de l'assurance totale de l'immeuble entre l'assurance du syndicat et l'assurance du copropriétaire. C'est important aussi pour un copropriétaire de comprendre son contrat comme il faut parce qu'il y a plusieurs implications. Puis c'est un contrat qui est différent d'une assurance locataire. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas nécessairement, c'est que ce n'est pas une assurance propriétaire de maison, ce n'est pas une assurance locataire. Le contrat de copropriétaire occupant est vraiment un contrat à part entière. Il y a vraiment des spécificités par rapport à d'autres types de contrats d'habitation. C'est
c'est important de les connaître. Puis, ça amène aussi certaines obligations différentes pour les copropriétaires, puis évidemment aussi des couvertures, des questions. Ce qu'on va faire ensemble ce soir, en ce beau mercredi soir, on va regarder une police d'assurance. Je sais que les gens, des fois, ils essaient de passer ça vite. Le moins possible, si on a la lire, tant mieux. Mais on va quand même la regarder tranquillement, pas vite, décrypter ça un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. On va ouvrir le hood, on va regarder, on va se mettre les deux mains dedans, on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça va vous permettre de mieux comprendre vos contrats. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a pris une police de Intact Assurance. Intact Assurance, c'est le plus gros assureur au Québec, c'est aussi le plus gros assureur au Canada. Donc, évidemment, il y a plus de gens, la majorité des gens en copropriété ont, pas la majorité des gens, mais disons le plus de gens ont une police Intact. Mais évidemment, vous le savez, il y a une multitude de fournisseurs en assurance copropriétaire occupant. Des assureurs qui fonctionnent avec des courtiers comme l'Unique, Intact, Promutuel, Economical, Owanissa, Aviva, il y en existe une multitude qui fonctionne avec des courtiers. Vous avez aussi des assureurs directs comme Desjardins, SSQ, Industrielle Alliance. Il y en existe aussi une multitude. Il y a plus que 50 fournisseurs en assurance habitation au Québec différents qui, dans certains cas, s'adressent aussi à des segments de population, des segments de clientèle qui sont différents. Donc, vous prenez le téléphone, vous trouvez un ou deux fournisseurs de confiance, vous commencez votre magasinage. Qu'est-ce que vous devez savoir avant de commencer? Là, on va partir du début. Là, je veux avoir une police de copropriétaire occupant. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est mon premier condo, Vincent, c'est mon premier condo. Valérie, c'est ton premier condo, tu es tout énervé, tu vas passer chez le notaire demain, parce que généralement, les gens font ça à la dernière minute. Là, tu m'appelles, dis là, Vincent, ça me prend une assurance copropriétaire occupant, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Première chose, puis on va en parler un petit peu plus loin, ça prend les informations de base sur son immeuble. L'adresse, le code postal, le nombre d'unités, on va vous poser cette question-là, le nombre d'unités dans votre immeuble, un certain niveau, selon les assureurs, on peut vous poser aussi certaines questions pour le type de construction. Est-ce que c'est un immeuble qui est en béton? Par exemple, une grande tour, généralement, sont construites en structure de béton. Par contre, un petit condo, maison de ville ou 3 étages, 3-4 étages et moins, sont souvent en structure de bois. Donc, avoir une bonne idée de la composition de son immeuble, aussi des rénovations qui ont été faites particulièrement pour les plus petits immeubles comme les maisons de ville. Les maisons de ville aussi, c'est un contrat de copropriétaire occupant. Donc, avoir l'information, c'est quoi les rénovations qui ont été faites? Est-ce que la toiture a été faite? L'âge de mon chauffe-eau? C'est ce genre de questions-là qui vont vous être posées. Un petit truc, souvent, si vous avez fait affaire avec un agent d'immeuble ou du proprio, vous avez un listing. Souvent, sur le listing, il y a beaucoup d'informations très intéressantes là-dedans. Justement, les rénovations, l'âge du bâtiment, tout ça. Ça, c'est un document qui peut être intéressant à avoir sous la main quand vous faites votre magasinage de police d'assurance copropriétaire occupant. Donc, vous appelez un courtier, vous appelez un agent, on vous pose différentes questions. Puis maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder la police d'assurance, puis ensemble, on va voir un peu c'est quoi les types de couverture qu'on peut avoir. Pendant que tu transfères de l'information sur notre écran, Maître Jolicoeur, qu'est-ce qui arrive si un copropriétaire n'est plus assuré en cours de mandat? Qu'est-ce qui se passe pour le copropriétaire et pour le syndicat? Dans un premier temps, depuis le 15 octobre dernier, les copropriétaires sont tenus par la loi d'avoir une assurance responsabilité dont le montant est différent si on est dans une petite copropriété ou une grande copropriété. Alors déjà, en partant, ça prend une assurance responsabilité. Et celui qui n'en a pas d'assurance responsabilité, bien, il enfreint évidemment la loi. Et certaines déclarations de copropriété prévoient maintenant des sanctions, des amendes pour les copropriétaires qui n'ont pas souscrit les produits d'assurance conformes, à la loi, mais également dans les déclarations de copropriété. M. Gaudron peut-être va le souligner tout à l'heure. On prévoit souvent des obligations d'assurance qui dépassent ce que la loi enseigne, c'est-à-dire l'obligation de souscrire une assurance pour ces améliorations qui ont été apportées dans la partie privative. OK, merci. Donc, Vincent, tu nous présentes une police type, c'est ça? Exactement. Vous voyez bien mon écran? Voyez-vous ma souris bouger? Oui, très bien. Excellent. Donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai pris une police d'Intact Assurance. Bon, les premières pages, c'est là que les choses les plus importantes sont, c'est dans les 3-4 premières pages. Après ça, évidemment, le mot à mot, c'est important aussi le mot à mot, mais souvent, les informations les plus primordiales sont dans les 2-3 premières pages. Bon, évidemment, ici, le logo, tout ça. Dans le cas d'Intact, comme la plupart des assureurs maintenant, vous pouvez aller voir vos polices d'assurance sur l'espace client, intact.ca, vous avez un NIP pour y aller. Moi, j'ai enlevé les informations là, qui permettaient d'identifier le client.
vous avez le courtier, j'en ai pris un au hasard, mais c'est un très bon. Donc, certains rabais, avantages qui sont, vous avez ça aussi sur beaucoup d'assureurs. Service 24 heures sur 24, des fois, les gens, vous pouvez mettre ça en mémoire sur votre cellulaire. Donc, ça peut être intéressant de mettre ça sur votre cellulaire en cas d'urgence. Des fois, vous n'avez pas nécessairement accès à vos choses. Vous pouvez mettre le numéro d'urgence. Ça, c'est généralement des numéros qui sont disponibles 24 heures sur 24. Donc, on parlait du portail client, la prime, ici, protection maximum, impact comme beaucoup d'assureurs, différentes formules. Oups, je m'entends en double. C'est bon? C'est Mathieu sur nous, s'il te plaît. Je pense que c'est... OK. Donc, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui ont des différentes formules. Vous avez la formule de base, la formule maximum, la formule, dans le cas d'Intact, par exemple, vous avez la formule de base, la protection maximum ou ma maison et moi, qui est une protection supérieure. Donc, il y a différents types de protection. Vous pouvez aussi poser des questions quand vous parlez à l'agent ou au courtier. Est-ce que c'est la meilleure police? Évidemment, les polices qui ont le plus de couverture sont généralement plus chères. Est-ce que c'est la meilleure police? Est-ce que c'est celle moyen de gamme? C'est celle bas de gamme? Des fois, il y a certains représentants qui ne vont pas nécessairement vous le dire. Des fois, quand vous comparez des pommes avec des pommes, il faut savoir ce que je compare une police haut de gamme avec une police bas de gamme, avec des limitations, des couvertures qui sont plus restreintes. Ça, c'est des questions à poser. Bon, différentes questions de ça, tremblement de terre, ces choses-là. Je vais en parler un peu plus tard des tremblements de terre. Vous avez, ces informations du courtier, la prime, frais d'intérêt, taxes sur les produits d'assurance. Encore là, on est dans les trucs standards. Les paiements mensuels, c'était mensualisé. En passant, beaucoup d'assureurs offrent le prélèvement bancaire sans frais ou avec des frais assez réduits. Ça peut être une bonne façon d'étaler votre prime, de payer un peu moins cher. Pas payer un peu moins cher, mais disons répartir votre prime d'assurance un peu plus. Donc, on arrive ici, là, ici, c'est des conditions particulières. Vous voyez ici, conditions particulières. C'est vraiment là, on est au cœur de la police d'assurance. C'est là que toutes les couvertures sont. Souvent, c'est un paragraphe. C'est là que ça se passe. Votre couverture, là, elle est vraiment ici. Le montant le plus important, okay, c'est le montant de biens meubles ici. Vous voyez, parce que souvent, c'est le montant souvent que les gens ont tendance à sous-estimer. La première question qu'on va vous poser, c'est vous avez combien de meubles chez vous? Et à partir de ce montant-là, souvent, c'est les autres montants vont être déclinés à partir de ce montant-là. Donc, c'est excessivement important que ce montant-là soit assez important pour vous permettre de vous rebâtir et d'être bien indemnisé. Parce qu'on le dit souvent, le meilleur contrat d'assurance au monde, si vous n'avez pas le bon montant d'assurance, ça n'ira pas bien. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'au niveau de l'assurance copropriétaire occupant, c'est que les assureurs ont l'habitude de décliner vos autres limites d'assurance en partant sur vos biens meubles. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez le montant des frais de subsistance ici qui est à 72 000 sur cette couverture-là, c'est 50 du montant des biens meubles. Est-ce que c'est suffisant ou pas suffisant? C'est 50 des biens meubles. Alors, si par exemple, vous avez mis 30 000 de biens meubles, votre montant de subsistance, ça va être 15 000. Puis 15 000, c'est vite passé. Donc, peut-être, Mathieu, si tu veux parler peut-être un petit peu de l'importance des montants d'assurance, puis comment, en cas de réclamation, là, on établit l'indemnité, puis tout ça, peut-être que ça... Tu fais bien de souligner que les frais de subsistance sont souvent très vite atteints, surtout sur une police d'un copropriétaire qui estime que ses biens meubles ont une valeur pas très élevée. Là, le 30 000, c'est fréquent, ça, pour... dans le fond, c'est le contenu d'un petit condo, d'un appartement. 30 000, on le voit, on a vu ça. Puis si tu as 15 000, puis tu as une perte totale, et puis tu es pour des mois à l'extérieur, alors automatiquement, on se retrouve avec un joyeux problème. Là. Donc, d'autant plus aussi qu'on a une tendance à sous-évaluer nos avoirs. Là. Parce que si on a remplacé l'ensemble de ces vêtements, de ces ustensiles, de ces meubles et ainsi de suite, on se rend compte que bien que ça ait peu de valeur à nos yeux au moment de souscrire cette police-là, dès qu'on commence à les remplacer, ben là, oups, puis on voit vite venir la fin de tout ça. Là. Merci, Mathieu. La question, Vincent, comment, comme copropriétaire, je fais pour me sentir confortable avec le montant que j'ai mis? J'évalue à peu près les montants vraiment de mes biens immobiliers et c'est là que je vais te dire à mon assureur, je vais être assuré pour 144 000, c'est ça? Ben, en fait, oui.
Une fois une évaluation, puis mon conseil, ce serait d'y aller largement. Dans le sens où les gens ils accumulent des biens sur une vie au complet, ils ne se rendent pas compte nécessairement du coût pour tout racheter. Si on a acheté ça sur 10, 15 ans, 20 ans, on ne se rend pas compte que demain matin, là, tout part en fumée, combien ça coûte pour se rhabiller au complet, racheter tout notre trousseau, racheter tous nos meubles, nos électros, tout ça, ça va très, très vite. Moi, mon conseil, si vous regardez sur la police, par exemple, ici, 144 000, la prime, c'est 867. D'ailleurs, vous remarquez toutes les couvertures, là, la prime est vraiment basée sur le bien immeuble. Il y a beaucoup d'assureurs qui fonctionnent comme ça. Évidemment, il y a des spécificités, ce n'est pas tous les assureurs qui sont pareils, là, mais on va généraliser, mais ça va être important de poser des questions lors de la souscription. Mais demain matin, vous voulez pas 100 000, mais un 20-30 000 de plus ou de moins, on parle de quelques centaines de dollars de différence. Donc, en partant, il n'y a pas de sous-estimer son montant d'assurance. Si vous pensez que vous avez 30 000, mettez 40, mettez 50. En cas de réclamation, ça ne va pas changer énormément votre prime. En cas de réclamation, ça va être majeur. Surtout quand on voit des grosses réclamations, des feux complets, on voit des grosses différences dans la couverture des gens, puis des montants qu'ils ont, entre autres, sur de répartition, de frais de substance. Parce qu'après ça, comme je disais, c'est que tout découle de ça. Après ça, votre montant d'amélioration, souvent, va découler de votre montant de bien immeuble, va être un multiple de votre montant de bien immeuble. Répartition, c'est encore là le même montant que vos améliorations locatives. C'est important aussi que vous validiez ces montants-là. On va en parler un petit peu plus loin. Amélioration locative, vous le savez, on en a parlé souvent lors des web radios. C'est votre montant qui va servir à payer vos améliorations. Évidemment, on va partir de votre unité de référence qu'évidemment vous avez faite parce que vous êtes des gens qui écoutez le web radio, vous êtes des gens assidus. Vous avez fait votre unité de référence, on va partir de là. Et puis, suite à ça, tout ce qui est amélioration, on va le payer sur la couverture habitation et amélioration, le 432 000 ici, en l'occurrence. Ça aussi, c'est un montant qui doit être assez important si vous avez beaucoup d'améliorations locatives. J'ai une question pour Maître Jolicoeur, puis une question pour toi, Vincent. Sur Facebook, Vincent, on demande, comme les assureurs commencent à être frileux pour assurer les syndicats de copropriété, est-ce qu'une tendance qu'on voit dessiner dans l'assurance copropriétaire? Pas vraiment. Non, Okay. pas à date. On voit une tendance à l'augmentation des primes au niveau du copropriétaire occupant, un peu. Particulièrement pour ceux qui vivent dans les grandes tours de syndicats de copropriété. Puis je vais vous expliquer la raison pour ça. Maître Jolicoeur, au début de l'intervention, on parlait de l'assurance responsabilité civile. Dans ce cas-ci, ici, c'est 2 millions. Puis regardez la prime, c'est 25 de l'assurance responsabilité civile, 2 millions. Quand même pas très, très cher. C'est pour ça que des fois, les gens qui mettent 1 million, là, je ne comprends pas, là, vous sauvez 10 là, vous pouvez y avoir 2 millions. Puis, évidemment, plus vous êtes dans une grosse tour, plus vous êtes susceptible de vous faire réclamer une grosse franchise si vous causez un dommage. Si vous êtes dans une petit syndicat, ça va être une franchise de 5 000, alors que vous êtes dans une tour au centre-ville, ça peut être 250 ou même 500 000. Évidemment, ça, c'est payé en responsabilité civile sur votre police de copropriétaire occupant. Évidemment, il y en a de plus en plus de ce type de franchise-là qui sont réclamées aux copropriétaires. On a une petite tendance à hausse au niveau des primes, mais ce n'est pas difficile de se trouver une assurance copropriétaire occupant. Il y a quand même beaucoup de fournisseurs. Il y a peut-être 6-7 fournisseurs en assurance syndicat de copropriété, peut-être une dizaine si on pousse un peu plus. Il y a encore peut-être au-dessus d'une vingtaine de fournisseurs en assurance copropriétaire occupant. Merci. Puis, Maître Jolicoeur, la question, un copropriétaire qui veut s'assurer, qui demande les documents à son syndicat et que l'unité type n'a pas été encore faite, comment il doit réagir? Puis le syndicat, qu'est-ce qu'il doit faire pour se remettre à niveau actuellement si ce n'est pas fait? Dans un premier temps, lorsqu'on est un acheteur, qu'on s'aperçoit que le syndicat n'a pas fait la description des parties privatives, c'est peut-être pas la bonne adresse où acheter. Parce que c'est déjà la pointe du iceberg à l'effet que la gestion de la copropriété est déficiente. Et il est possible aussi que les couvertures d'assurance du syndicat soient déficientes. C'est un signe de dysfonctionnement. Et les courtiers immobiliers à qui j'enseigne, je leur dis, si les gens ne savent pas à l'achat quels sont les états définis de la partie privative, il va y avoir immanquablement une problématique d'assurance. Également, ce qu'il faut souligner, puis d'ailleurs, je trouve ça très intéressant l'explication de M. Gaudreau ce soir, parce qu'on voit très bien là, que les biens immeubles, je ne me trompe pas de critère de 3, on multiplie par 3 la valeur des améliorations et d'habitation. Mais les gens nous ont déjà posé la question, M. Gaudreau, moi, je loue. Je loue mon appartement là, le mois prochain, je change d'affectation pourtant j'en ai des améliorations. Comment on peut composer avec un copropriétaire locataire
plus de biens meubles dans son appartement, mais qui a pourtant des améliorations qui ont été faites dans cette partie pratique. On fait quoi comme copropriétaire? Ben, c'est vraiment une excellente question. Donc, en fait, si vous regardez, premièrement, ça prend une assurance. Le fait de louer votre immeuble ne vous dispense pas de l'obligation légale de vous assurer notamment en responsabilité civile. Vous avez l'obligation, ça va perdurer. Donc, ça vous prend une assurance. Première chose, parce que ça, déjà, à la base, là, il y a beaucoup de gens qui louent leur unité de condo qui oublient de prendre l'assurance en se disant, ben, j'ai rien dans l'immeuble, ben, je ne vais pas l'assurer, tout ça. Fait que déjà, en partant, ça en prend. Deuxièmement, évidemment, il y a certaines choses qui s'appliquent. Premièrement, les améliorations locatives. Si vous avez des améliorations locatives à votre unité par rapport à l'unité de référence, ça prend cette couverture-là. Deuxièmement, si vous regardez ici, frais de substance, bien meuble, on le voit presque, je ne sais pas si ce n'est pas une unité, valeur locative, on ne le voit pas sur cette police-là. Mais sur les polices aussi, vous pouvez couvrir la valeur locative de votre immeuble. Je vais vous donner un exemple. Votre unité est endommagée par un incendie. Vous ne pouvez pas la louer pendant 1 an. Vous pouvez couvrir l'argent que vous aurez eu comme loyer durant l'année, qu'évidemment, vous ne pouvez pas percevoir de loyer parce qu'il y a une réclamation. Donc, on peut couvrir la valeur locative sur un contrat de condo loué. Ce n'est pas un problème. Puis évidemment, ça va vous prendre votre responsabilité civile, ça c'est sûr, parce que vous êtes susceptible de vous faire poursuivre parce que si votre locataire a causé des dommages, c'est des dommages qui émanent de votre unité, qui ensuite endommagent l'ensemble du syndicat de copropriété. Vous pouvez vous faire réclamer une franchise pour un syndicat de copropriété. Puis j'ai vu personnellement des cas où un propriétaire d'unité s'est fait réclamer une franchise de 250 000 dans une grosse tour et il n'y avait pas d'assurance responsabilité civile. Donc, cette section-là de responsabilité d'amélioration locative est excessivement importante, même si vous louez votre unité. Oui, allez-y, Mathieu Jolcan. Juste pour préciser, M. Gaudreau, ici, je vois que le coût de la prime pour les biens meubles est de 867 et ce 867 automatiquement couvre le coût de la prime des améliorations. Donc, je comprends que c'est un tout. Mais je reviens à ma question. J'appelle mon courtier d'assurance et je lui dis, je n'ai pas de bien meuble. Je n'ai pas de bien meuble parce que je loue. Est-ce dire que ce type de produit-là n'est pas adéquat en fonction de mes besoins ou je peux tout simplement avoir une assurance pour les améliorations sans avoir des biens meubles? Comment ça se conjugue dans le un copropriétaire qui loue en partant, il faut qu'il avise son assureur. Ça, c'est essentiel. C'est pas bénin louer son unité de condo. C'est majeur comme différence de risque pour les assureurs. Il y a des assureurs qui refusent d'assurer des gens qui louent leur condo. Donc, c'est pas léger comme décision. Il faut vraiment que vous avisiez votre assureur. Après ça, chaque assureur va le traiter différemment. Dans certains cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer les couvertures. Généralement, vous avez des couvertures aussi, si vous louez, qui ne sont pas nécessairement disponibles pour vous. Dans ce cas-ci, par exemple, on a une protection maximum. Souvent, pour un copropriétaire qui loue son unité, ce n'est pas des couvertures qui vont nécessairement être disponibles. On va tomber sur des couvertures qui vont être beaucoup plus de base. Et là, les montants ne seront pas les mêmes, puis la prime va être répartie de façon différente. Là. Donc, c'est vraiment traité à part une location d'unité. Okay. On a une question ici sur un des auditeurs ou une auditrice. Pour un syndicat, lors d'un sinistre, ils ont l'obligation d'être déclarés sans obligatoirement réclamer. Si on en a beaucoup parlé. Est-ce que c'est la même chose pour un copropriétaire? Ça, c'est question 1. Par exemple, problème de structure qui touche 3 condos. La compagnie d'assurance du syndicat sont avisés. Le problème n'était pas assurable, donc la copropriété s'occupe de tous les frais. La vraie question est pour les 3 copropriétaires, doivent-ils aviser leur propre assurance? En fait, puis peut-être Maître Jolcan peut compléter, vous devez aviser l'assureur de toute situation qui est de nature à changer votre risque. Donc, théoriquement parlant, vous devriez contacter votre assureur pour des choses majeures. Là. Si on parle d'une petite craque, peut-être pas nécessairement. Si votre maison est fendue en 2 puis elle penche d'un côté, là, c'est autre chose. C'est sûr que c'est pas nécessairement toujours évident pour les gens là, de voir est-ce que c'est majeur, c'est pas majeur. Moi, je vous dis dans le doute, appelez. Prenez pas de chance, dans le doute, appelez. Parce que théoriquement, vous avez une obligation légale d'aviser si la nature de votre risque change. Ça, c'est important parce que la relation entre un assuré et un assureur, c'est une relation qui
de nature contractuelle qui repose sur un consentement éclairé, autant de la part de l'assuré à l'égard du produit d'assurance, autant l'assureur vis-à-vis de son assuré, il faut lui donner l'heure juste parce que lui, il va donc établir une prime conséquente à la nature du risque ou peut-être même dans certaines circonstances, M. Gaudreau fait bien de souligner, il va dire, écoutez, moi, je n'assure pas pour des appartements à louer. Alors, puis ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais souligner cette présentation qui est très intéressante ce matin, donc cet après-midi, parce qu'on comprend, dans le fond, l'arithmétique autour de la valeur des améliorations. Ici, on a 432 000 d'amélioration. Est-ce dire que ça nous prend 432 000 d'amélioration dans le logement pour que la police d'assurance fonctionne? La réponse est non. On est couvert sur la concurrence de 432 000. Parce qu'une des difficultés, Mme Couture, qu'on a dans le marché, c'est que moi, j'achète le condo, on me remet la description de la partie privative. Là, je fais le tour de chez nous, de l'appartement. Là, je vois bien que les armoires de cuisine ne sont pas les mêmes que celles à l'origine. Je vois bien que les lavabos Crane de 1986, c'est plus du tout ça. C'est un comptoir de granit. Et évidemment, l'acheteur va se dire, est-ce que je dois engager un évaluateur agréé pour déterminer le différentiel de coût entre les produits de base d'origine versus ce que j'ai à mon appartement? Quand on a 442 000 de couverture pour les améliorations, je ne suis pas évaluateur agréé, mais on en a déjà beaucoup. On n'a pas besoin, je pense, vous corriger, M. Gaudreau, si je m'avance trop, mais on n'a pas besoin d'engager un évaluateur agréé parce qu'on a quand même un produit d'assurance assez exceptionnel qui ne nous oblige pas. Toutefois, puis là, j'attire l'attention aux auditeurs de ce soir, c'est qu'on a des situations quand même particulières, des gens qui achètent dans des anciens bâtiments industriels qui datent des années 95 et où on a vendu le logement sur la coquille. Et c'est les gens qui les ont aménagés. Bien là, ça se peut que le 432 000 ou peu importe le montant soit insuffisant. Donc, il faut faire attention, c'est réellement du cas par cas. C'est réellement important que dès le début du processus d'achat, le promettant acheteur demande au syndicat dans le processus d'achat d'avoir cette information. D'ailleurs, par l'entremise du projet de loi 16, on a introduit une disposition de l'article 1068.2 qui permet à un promettant acheteur de demander au syndicat l'information afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. Et dans les éléments demandés dans le processus d'achat, c'est justement la description des parties privatives qui va servir à l'acheteur, une fois devenu copropriétaire, d'avoir le juste produit d'assurance, mais qui va également permettre à un expert en sinistre comme M. Serrois, qui est avec nous ce soir de chez Crawford, de pouvoir évaluer l'état des finis à l'origine, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand il y a un sinistre, l'expert en sinistre, que ce soit de l'assureur ou même celui qui peut être engagé par le syndicat, va se poser la question, est-ce que je fais face à des dommages occasionnés, à des améliorations apportées dans la partie privative? Et sans cette description des parties privatives, on ne peut pas, ni en souscription, savoir de quoi on parle. On ne sait pas non plus si le syndicat a fait évaluer le bâtiment correctement parce que l'évaluateur agréé qui détermine la valeur de reconstruction doit se fier à cette description de partie privative. Puis en sinistre, l'expert en sinistre qui n'a pas ça, on a une problématique. Donc, c'est indispensable pour un syndicat d'avoir fait cet exercice-là, autant en souscription qu'en réclamation. Merci, Maître Jolicoeur. Mathieu, je ne sais pas si tu peux nous expliquer, Maître Jolicoeur disait l'expert en sinistre quand il arrive. Peux-tu nous donner une idée du travail que vous faites quand vous débarquez sur un site, quand vous êtes appelé dans une copropriété? OK, un cas de figure classique dégâts d'eau. Donc, la copropriété est affectée sur, par exemple, 3 étages. L'expert en sinistre aura à coordonner là, avec les différents intervenants là, qui sont là-dedans, soit chacun des 3 copropriétaires et les représentants du syndicat, une visite des lieux pour investiguer là, quelle est
quelle est la cause de ça. C'est le principal travail à la base avant d'établir comment la police s'applique. Il faut voir là, quelle est la cause et si c'est une cause couverte. Ensuite, les parties qui seront endommagées ou à restaurer, et on aura à définir là, puis à s'entendre, à savoir à qui elles appartiennent. On parlait de l'importance des parties privatives, puis d'avoir l'unité de référence là-dessus pour bien partager qu'est-ce qui est acquis. Alors, sur cette base-là, bien, on voit à faire les évaluations nécessaires, puis mandater les spécialistes là, qui pourraient s'imposer là, pour la suite. Dans certains cas, on parlait plutôt là, de fissures à un bâtiment. Donc, si on passe là, du dégât d'eau à la fissure, là, on va avoir besoin d'un ingénieur de structure qui va nous donner un coup de main pour voir qu'est-ce qu'il y en est de façon plus précise. Par la suite, il y aura à établir un plan de match là, pour les correctifs. On aura à gérer les travaux, bien sûr. Puis là, bien, le volet de police de copropriétaire et police du syndicat va définir le travail de chacun des experts qui est là-dessus. Là. Il y aura techniquement une prise en charge de chacun des copropriétaires par leurs propres assureurs pour le volet des améliorations, d'où le partage dont on parlait plus tôt, mais aussi toute la question des frais de subsistance. Il y a lieu de reloger les gens de façon temporaire ou prolongée. Donc, on aura à voir. Mais tu sais, des fois, ça peut durer assez longtemps, là, les frais de subsistance. Des fois, c'est pas juste un. Parce que moi, souvent, ce que je vois sur les polices, des gens qui ont des couvertures de 10 000, 12 000, mais des fois, ça peut être pas mal. C'est vite passé, 10 000. C'est très vite passé, Vincent. Et puis ça rend un aspect émotif là, chez les copropriétaires, bien sûr, là, qui. Moins au niveau du syndicat, mais pour les copropriétaires, c'est un stress énorme là, pour eux de voir arriver la fin de leur protection. Puis tu faisais bien de le mentionner tout à l'heure, puisque c'est un pourcentage et la différence de prime est parfois bien basse, ça peut être un très bon examen là, à faire au moment du renouvellement, à s'assurer qu'on est bien assuré. S'assurer qu'on est bien assuré, oui. Voilà. Et puis pour la suite du dossier de sinistre, bien sûr, on a à voir là, chacune des problématiques qui se posent au niveau là, des remplacements, des délais de livraison de certains produits, certains matériaux. La pandémie nous a montré ça, que parfois, techniquement, c'est des travaux qui pourraient prendre, par exemple, 3 semaines, mais compte tenu des restrictions et puis parfois de la pénurie là, de matériaux, pénurie de certains électroménagers, l'appartement ne serait pas en état d'avoir une période plus longue. Mathieu, on a un problème de son. On va tarder à parler en quelques instants. Oui. Juste rebondir sur les propos de Mathieu Sirois, c'est que la question des frais de subsistance, pour vivre actuellement des dossiers de sinistre, la qualité des produits d'assurance est totalement différente d'un assureur à l'autre. Ce que les gens doivent retenir, puis on a la chance d'avoir Vincent Gaudreault ce soir qui nous a présenté un produit intact qui est manifestement de qualité, c'est que quand on magasine de l'assurance, ben, il faut magasiner des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Et ça, là-dessus, je vis des situations de sinistre où les gens sont, leurs voisins, ils ont été évacués sur un sinistre, leurs voisins ont un bon produit, ça gère. Celui qui n'a pas un bon produit, c'est une catastrophe en termes humains, parce qu'effectivement, ils vont se ramasser à la rue. Et surtout dans une période où l'industrie de la construction était en surchauffe, qui manque de main-d'œuvre, la reconstruction prend plus de temps que ce qu'on a connu par le passé. Et par la force des choses, les dommages aux copropriétaires sont là. Moi, si vous me permettez, Mme Coussa, j'aimerais ça rebondir un peu auprès de M. Gaudreault. Si je comprends bien votre expression, M. Gaudreault, là, ce qui est la clé en souscription d'assurance, c'est le montant qu'on déclare pour nos meubles qui va nous amener un facteur, j'ai vu ici avec Intact, sur la valeur de nos améliorations. Alors, si je déclare
Peut-être qu'on pourrait prendre un exemple, M. Godreau. Je déclare 50 000 de biens meubles. Quel type de couverture vais-je avoir avec mon 50 000 par l'arithmétique qui semble se produire sur les produits d'assurance? En fait, les assureurs n'ont pas nécessairement tous la même arithmétique, mais par exemple, puis je vais repartir sur la police en tant que telle. Mais si on prend un montant de 50 000, puis malheureusement, souvent les gens ont tendance à prendre des très petits montants. C'est ça qu'on parle de frais de subsistance, tout ça. Les montants sont petits, puis les couvertures, ils viennent avec. Évidemment, si on prend 50 000 de couverture ici, bien, en amélioration, vous allez peut-être avoir 150 000 d'amélioration, ce qui aussi peut être vite passé dans certains cas. Puis en frais de subsistance, bien, vous allez avoir la moitié, c'est-à-dire 25 000. Puis aussi, 25 000, c'est vite passé. Parce que le frais de subsistance, c'est ce qui va vous permettre de vous donner un logis, des fois pendant 1 an. Fait que c'est dans un hôtel, de vous loger temporairement, tout ça. Quand les gens prennent un montant, puis souvent on le voit, là, des 20 000, des 30 000, il vous reste 15 000 pour vous loger pendant 1 an, c'est pas beaucoup, là. Puis ça va vite alors, puis ce que Mathieu puis Maître Jolicoeur parlait tantôt, on a des gens qui ont perdu leur logis à cause d'un incendie, puis suite à ça, après ça, 6 mois plus tard, comme leurs montants sont épuisés, ils se retrouvent à la rue encore parce qu'ils n'ont pas assez pris d'assurance. Ce montant-là, il est vraiment central. Mais évidemment, il y a toujours moyen de les moduler en fonction des besoins. Là. Ça, c'est des choses que vous devez discuter avec votre représentant. Juste attirer votre attention aussi sur 2-3 autres couvertures là, pour finaliser la police. Haut du sol, dommages par dos au-dessus du sol. Les assureurs, suite au nombre de dégâts d'eau qu'il y a évidemment depuis plusieurs années, ils ont maintenant modulé les couvertures de dégâts d'eau. C'est excessivement important que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Particulièrement l'eau au niveau du refoulement des égouts ou au-dessus du sol. Au-dessus du sol, vous voyez, c'est couvert, il n'y a pas de problème. Débordement ou haut des égouts. Vous avez un 10 000 de débordement d'égouts, de refoulement des égouts. Un 10 000 de refoulement des égouts, si par exemple votre unité de condo est en rez-de-jardin, c'est-à-dire en dessous du niveau du sol, c'est probablement pas assez. Parce qu'à ce moment-là, le montant de refoulement d'égout va vous servir à reconstruire presque l'entièreté de la finition de votre appartement. 10 000, c'est pas assez. Donc, en fonction de où vous êtes, il faut que vous fassiez attention à ce montant d'assurance-là, souvent aussi qui est très sous-estimé. Par contre, même si vous êtes au 3, 4, 12e étage, vous devez avoir une couverture refoulement d'égout. Je peux vous dire que ça, c'est une chose qui est très, très souvent négligée par les copropriétaires parce que si moi, je suis au 10e étage, je n'ai pas besoin d'avoir de couverture refoulement d'égout. Sauf que la petite subtilité, c'est que s'il y a un refoulement d'égout dans votre immeuble et que vous devez quitter, vos frais de subsistance pour pouvoir être couverts, ça doit être un risque couvert sur votre contrat. Donc, si vous n'avez pas de refoulement d'égout sur votre contrat, vous n'aurez pas de frais de subsistance pour un refoulement d'égout. Donc, même si vous êtes au 12e, 14e, 100e étage, c'est une bonne chose d'avoir un minimum de montant d'assurance en refoulement d'égout. Comme ça, si vous avez une répartition où vous avez un frais de subsistance à payer, vous allez être couvert, même parce que c'est un risque couvert sur votre contrat. Ça, je vous le dis, là, il y en a tonnes du monde qui n'ont pas cette couverture-là quand ils sont dans les étages supérieurs. 2-3 autres petites choses, là, si vous me permettez, il y a après ça beaucoup d'informations sur ce que vous avez déclaré à l'assureur, votre mode de chauffage, le nombre de logements dans l'immeuble, les distances pour tout incendie, tout ça, votre logis pas utilisé à des fins commerciales, l'emploi. Il y a beaucoup d'informations aussi que vous devez vous assurer que ces informations-là sont vraies. Fait que ça aussi, regarde, je vous dis, c'est pas si long, là. Le contrat, là, c'est 2 pages. C'est cette page-là, tout ça passe là. Et la deuxième page avec les informations, vous avez 2 pages à regarder. C'est sûr, souvent, les gens vont recevoir un PDF de 200 pages. Ils vont trouver ça long à regarder, mais dans le fond, là, ce que vous avez à regarder, c'est vraiment 2 pages, vous avez pas mal toutes les informations. En terminant, je vais vous montrer la couverture de répartition. Vous savez, s'il manque d'assurance de votre syndicat fait une charge spéciale pour payer l'insuffisance d'assurance. Vous avez une couverture normalement sur votre contrat copropriétaire occupant, c'est une particularité de ce contrat-là, vous avez une couverture pour la répartition. Important, en cas d'insuffisance des assurances du syndicat, on couvre 100% de cette répartition, moins la portion de la franchise du syndicat. Donc, on va couvrir 100% sur une insuffisance. En cas d'absence d'assurance du syndicat, nous couvrons alors 90% de cette répartition. Nous paierons un montant maximum de 50 000. Fait que vous voyez, il y a des limitations s'il n'y a pas d'assurance au niveau du syndicat. Ça, c'est important à retenir. Encore là, la couverture et répartition varie beaucoup d'un assureur à l'autre. Ce n'est pas la même.
Donc, c'est important de jeter un coup d'œil là-dessus, s'assurer qu'on a les bonnes choses. Et encore une fois, je le mentionne, la couverture de répartition ne couvre pas une cotisation spéciale sur une franchise du syndicat. Ça, c'est exclu en répartition. Ça, chaque propriétaire doit payer individuellement. La couverture, c'est vraiment une insuffisance du syndicat. Ça, c'est important de le mentionner. Là, ici, je suis dans le mot à mot de la police, parce que si on voit, c'est un mot à mot là, qui a 22 pages. Mais Vincent, ton explication que tu viens de donner, un syndicat de copropriété qui est exemple, qui n'est pas assuré pour le tremblement de terre. Oui. Qu'est-ce qui arrive si le copropriétaire n'est pas bien assuré? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie du copropriétaire parce que l'immeuble n'est pas habitable pendant un certain temps, parce que le syndicat n'était pas couvert? Il se fait bombarder de tous les côtés, privatif, syndicat, cotisation spéciale. Oui, il n'y aura pas. Mais en fait, le tremblement de terre au Québec, je vous dis, c'est un problème. On en parle. Le Bureau de l'assurance du Canada essaie d'en parler, tout ça. Il y a moins de 5 des résidences unifamiliales au Québec qui sont assurées pour le tremblement de terre. Fait que 95 des résidences au Québec ne sont pas assurées pour le tremblement de terre. Par contre, étonnamment, entre guillemets, les syndicats de copropriété sont beaucoup mieux assurés pour le tremblement de terre que les maisons unifamiliales. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un gros tremblement de terre, il va juste avoir des condos au Québec, les maisons unifamiliales vont tomber en morceaux. Mais en règle générale, puis moi, je recommande toujours aux gens de prendre l'assurance pour le tremblement de terre. Parce que aussi, le tremblement de terre est un peu plus facile à prendre en assurance de syndicat de copropriété, parce que c'est considéré comme une assurance commerciale. Mais je recommande toujours aux syndicats de prendre le tremblement de terre. En partant, des fois, c'est un peu dispendieux selon les taux, tout ça, mais je recommande de le faire. Par contre, s'il y a absence d'assurance tremblement de terre, il y a un tremblement de terre, vous ne pourrez pas réclamer sa répartition. En fait, vous pourrez toujours réclamer, mais votre couverture répartition sur votre contrat risque d'être limitée. En tout cas, par certains assureurs. Encore une fois, c'est une couverture qui varie d'un assureur à l'autre. J'ai une question pour vous. On voit souvent dans les polices d'assurance de syndicats ce qu'on appelle des plafonds de garantie, c'est-à-dire qu'ils couvrent les refoulements d'égouts jusqu'à concurrence de 100 000 $. J'ai vu ça assez souvent. Je ne sais pas que ce soit dans toutes les polices. Alors, imaginons que je suis copropriétaire et il y a un refoulement d'égout. Et les refoulements d'égout montent jusqu'au 3e étage. J'ai déjà vu ça dans un immeuble avec. Il y avait tellement plu qu'avec les tapets, l'eau est remontée et les égouts sont montés jusqu'au 3e. Ça fait des geysers d'égouts qui redescendent quelques-uns des dommages. Bon. Alors, imaginons qu'on a pour 400 000 $ de dommages et un plafond de garantie de 100 000. L'assureur, lui, il va se libérer de son obligation en payant 100 000 moins que le montant de la franchise. Le 300 000 $ qui va vraisemblablement se ramasser en cotisation spéciale parce que le plafond de garantie n'est pas couvert par le fonds d'auto-assurance. On couvre la franchise, mais pas les plafonds de garantie. Est-ce que cette cotisation spéciale qui va être répartie entre les copropriétaires, je vais pouvoir demander à mon assureur au chapitre de payer la quote-part que je serai tenu de payer auprès du syndicat? Est-ce que c'est couvert ou pas couvert? En fait, dans ce cas-ci, ça va être une insuffisance et non pas une absence, parce que vous avez la couverture, mais elle est insuffisante pour l'indemnisation complète du syndicat. Donc, une cotisation spéciale, ça serait couvert en répartition. Mais par contre, comme je disais tantôt, ça doit être un sinistre couvert sur votre contrat. Donc, si vous êtes au 40e étage, puis vous vous êtes dit, pas besoin de couverture refoulement d'égout, je suis 40 étages en haut, puis là, vous avez une cotisation spéciale de 40 000, par exemple, puis vous envoyez ça à votre assureur dit, je ne peux pas payer la couverture la couverture de répartition, parce que ça doit être un risque couvert sur le contrat, et monsieur le client, vous n'êtes pas couvert sur le refoulement d'égout sur votre contrat, donc je ne vais pas couvrir la répartition. C'est pour ça que même si vous êtes au 40e étage, vous devez avoir une couverture refoulement d'égout, même minimale. Mais ça m'amène une question pour vous, Maître Jolicoeur. Comment, comme syndicat de copropriété, on fait pour savoir est-ce que notre conseil d'administration a bien fait ses travaux et on est bien couvert? Parce que c'est un impact important là, au niveau du syndicat. Parce que comme copropriétaire, souvent, je peux avoir juste une portion de feuilles puis je ne vois pas ce qui se passe. Je ne sais pas si mes administrateurs vont faire le travail. C'est évident, puis j'en parle dans l'ouvrage que j'ai rédigé sur les assurances en matière de côté chez Wilson & Lafleur, toute la démarche d'un conseil d'administration en cette matière, c'est-à-dire d'être bien conseillé par un courtier d'assurance. Et c'est là que ça fait la différence. C'est que moi, je suis administrateur, je peux être un chirurgien, un plasticien, super bon dans mon domaine. Je ne connais pas ça.
Et le rôle d'un conseil d'administration, c'est pas de tout savoir, c'est de s'encadrer de professionnels du milieu de l'assurance, que ce soit un courtier d'assurance, un expert en sinistre, des gens qui ont, dans le fond, la capacité de donner le conseil et de pouvoir rétroagir avec les administrateurs. Parce que lorsqu'on assure une copropriété, c'est un exercice complexe chez un courtier d'assurance. Pour donner l'exemple, on a des maisons de ville. On a beaucoup de maisons de ville au Québec en copropriété. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est les copropriétaires individuellement qui assurent leur maison. On voit ça, là, puis, et on se dit, ben, c'est pas réellement nécessaire d'avoir une assurance pour le syndicat de la copropriété. J'ai déjà vu une copropriété, M. Gaudron et moi, on a eu un dossier où ce qui était juste assuré, c'était les parties communes. Bon, il y a eu un déficit d'accompagnement auprès du conseil d'administration. C'est pour ça que ma recommandation, c'est que vous transigiez avec des courtiers spécialisés en assurance copropriété et non pas des généralistes. Et mon propos, il est aussi vrai pour l'avocat, aussi vrai pour le notaire, aussi vrai pour le gestionnaire, et voire même un expert en sinistre comme M. Serrois ce soir qu'on a avec nous. C'est un domaine spécialisé. Il faut être en mesure d'apprécier les déclarations de copropriété, de les évaluer, de les étudier pour établir le bon produit d'assurance. Et également, ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance du copropriétaire, elle se veut complémentaire à celle du syndicat. C'est-à-dire que lorsque vous souscrivez comme copropriétaire un produit d'assurance, techniquement parlant, il faudrait que votre courtier d'assurance regarde le produit d'assurance du syndicat pour essayer, dans la mesure du possible, de bloquer tous les trous qui ne sont pas pris en charge par l'assurance du syndicat. Je ne vous dis pas que c'est toujours possible, mais à tout le moins, qu'il y ait un exercice qui soit fait pour justement protéger le plus possible les copropriétaires en cas de sinistre. Merci. En passant, le livre que vous avez écrit est tellement facile à lire et simple que tout le monde devrait se le procurer pour 18 $ parce que c'est vraiment toutes les choses importantes qui sont bien encadrées, bien structurées, qu'on soit copropriétaire ou administrateur. Puis nous, on le fait lire à tous nos gestionnaires pour être sûr qu'ils ont tous les points importants. Alors, c'est super important. Ma question est pour Mathieu. Après ce que Maître Jolicoeur vient de dire, en fait, si je comprends bien, un syndicat bien outillé a une bonne police d'assurance. Ses copropriétaires ont accès à la police d'assurance du syndicat pour pouvoir marchander une bonne police copropriétaire. On a un bon assureur. Et est-ce qu'on devrait avoir un expert en sinistre déjà ciblé? Ce qui veut dire que je suis un syndicat, il arrive un dégât d'eau. On va parler du classique, le refoulement du premier étage. Les tuyaux ne sont pas nettoyés aux 3 à 5 ans, les colonnes de cuisine. On a un refoulement. Et là, le syndicat, présentement, ne sait pas comment, qui, quoi, comment. Est-ce qu'on devrait déjà se trouver un allié comme vous, Mathieu, pour dire, bon, ben, on appelle puis il va venir nous aider? Merci de la question. Oui, on a déjà des partenariats avec certains syndicats pour justement, là, compte tenu des franchises qui sont très élevées, puisque la plupart des sinistres, fort heureusement, est en deçà là, de ces montants de franchise-là, pour qu'on puisse, dès que l'alarme est donnée, prendre en charge là, le dossier, puis établir la marche à suivre pour l'identification de la cause, puis identifier là, des recours possibles contre un copropriétaire fautif, contre un manufacturier de produits ou autre. Là. Donc, oui. C'est de mettre le processus d'enquête, de recherche de cause et puis de réhabilitation en marche le plus tôt possible avec un expert avec qui on peut établir une relation là, déjà, puis on peut s'entendre justement avec chacun des syndicats pour avoir un plan de marche qui serait adéquat aux besoins, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils ont, quels sont leurs besoins, leur expérience, leur connaissance dans tout ça, pour qu'on puisse s'ajuster en conséquence, puis intervenir, puis être là, puis être plus proactif, puis c'est de l'accompagnement. C'est un service qu'on offre pour résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes qui sont très difficiles à résoudre pour un syndicat de copropriété aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bien des gens sont dépourvus avec ça, puis nous, ça nous fait plaisir là, de les assister là-dedans. C'est un domaine qu'on connaît. Merci. J'avais une autre question qui a été posée sur la surprime d'assurance, Maître Jolicoeur. Exemple, qu'on a
une surprime par un événement ou on a une surprime? Parce que quand on renouvelle une police d'assurance syndicat, naturellement, il y a une question qui est posée, combien que d'unités en location? C'est sûr que, Vincent, tu pourras me corriger, mais ça a un impact significatif sur les coûts. Comment on peut, comme syndicat, refacturer ça aux bons copropriétaires? Dans un premier temps, il faut se poser comme question quelle est la destination de cette copropriété. Et si on est dans une destination purement résidentielle, le fait de louer, c'est un droit de louer. Quand je suis propriétaire d'un actif, personne ne peut m'empêcher de le louer. Alors, évidemment, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais c'est parce que tu loues, Yves, qu'on a une augmentation de notre prime d'assurance, une surprime d'assurance. Alors, c'est tout à fait normal que les surprimes d'assurance soient assumées par ceux qui louent. Bien, les tribunaux se sont penchés sur la question et la réponse était non. Parce que ce n'est pas parce que vous louez que vous, dans le fond, vous changez la destination de ce que vous faites de votre actif. Vous avez le droit de louer. On ne peut pas, dans le fond, surfacturer un copropriétaire parce qu'il exerce son droit en bonne et due forme. Toutefois, il faut faire une distinction. On est dans une copropriété purement résidentielle, puis on a des gens qui commencent à faire de la location court terme, font des locations type Airbnb. Là, ça va reprendre dans un univers qui n'est pas si loin, ce type de location-là. À ce moment-là, c'est une activité qui va à l'encontre d'une déclaration de copropriété et on pourra charger la surprime d'assurance qui serait générée par ce type d'activité. Donc, tant que l'activité s'inscrit dans la destination de l'immeuble, on ne peut pas charger la surprime. C'est ça qu'il faut retenir. Mais si on a des copropriétaires qui, par leurs faits et gestes, accroît le risque assurable et génère une surprime, bien, on va pouvoir se retourner contre eux. Toutefois, ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, j'aimerais ça entendre M. Gaudreau là-dessus. Comment on peut dire qu'un tel a été la source d'une surprime dans une copropriété? Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, moi je suis administrateur de la copropriété, d'appeler mon courtier et de dire, bien, écoutez, Mme Couture, là, elle nous a généré une surprime. Est-ce qu'on peut faire la preuve facilement que c'est cette telle ou telle personne qui est à l'origine de la surprime? C'est effectivement difficile. Les assureurs, en partant, ne chargeront pas de surprime jusqu'à un certain pourcentage de location long terme toujours. Location court terme, c'est définitivement beaucoup plus compliqué là, en condo et en assurance syndicat. Mais dans la location long terme, tout ce qui est en bas de 50 généralement, il n'y a pas nécessairement de surprime pour ça. Puis en fait, la question qui se pose, c'est qu'après ça, quand vous êtes celui qui amène ça à 51 est-ce qu'on devrait vous charger à vous? Est-ce qu'on doit charger à tout le monde? Comment qu'on répartit ça, prorata, pas prorata, les fractions? C'est assez complexe, honnêtement. De s'embarquer là-dedans, je vous dirais que c'est des discussions que j'avais beaucoup il y a 2-3 ans, moins aujourd'hui. En partant des assureurs, je dirais que c'est quelque chose qui focus un peu moins la location long terme. C'est sûr qu'encore une fois, quand on parle d'un Airbnb, on est ailleurs totalement. Les assureurs qui simplement vont refuser d'être sur un syndicat de copropriété, c'est de la location court terme à l'intérieur. Déjà, là, on est complètement ailleurs. Mais en location long terme, je dirais que c'est moins un facteur qu'on entend beaucoup moins parler actuellement. On a des petites questions sur Facebook. Peut-être que je peux, avant qu'on termine, il nous reste beaucoup de temps, je vais y répondre. Madame Leboeuf nous parle de quelqu'un qui a connu un incendie, qui était relogé dans un condo locatif par son assurance le temps qu'on rebâtisse son unité. Est-ce que c'est optionnel comme service? Effectivement, ce n'est pas nécessairement sur tous les contrats. La majorité ont une couverture pour les frais de subsistance. C'est exactement ça. Quand on parle de frais de subsistance, c'est payer un condo loué pendant le temps qu'on rebâtit votre unité. Mais comme on mentionnait tantôt, si vous avez pris un montant d'assurance de 30 000, vous avez des frais de subsistance de 15 000. Louer un condo locatif meublé pour 15 000, là, vous allez épuiser votre montant assez vite. Je peux vous dire qu'au bout de 3-4 mois, vous allez terminer votre montant, puis vous avez aussi d'être obligé de vous loger ailleurs ou de trouver quelque chose de moins cher. C'est des situations plates. Vous avez déjà vécu un incendie. Vous ne voulez pas vous mettre dans une situation où vous allez être inconfortable pour la suite des choses. Si vous voulez autant de vous loger, vous avez une famille, tout ça, vous voulez être bien logé, pas avoir à vous soucier de quand est-ce que mon montant va être épuisé. Ensuite de ça, j'ai une autre question. Mme Vallière nous pose la question, elle est avec une firme de courtier qui vend des polices d'assurance avec Intact 90 de ses clients. Sur le site, c'est indiqué que c'est une agence d'Intact. C'est important de mentionner qu'il y a deux types de systèmes de distribution d'assurance au Québec. Il y a le système direct, où vous transigez avec un employé de l'assureur, comme par exemple Desjardins, vous travaillez avec SSQ, la Capitale,
ou vous travaillez avec des courtiers qui travaillent avec plusieurs assureurs, minimalement 3 en assurance au particulier. C'est cette affaire avec une agence. Intact fonctionne direct et fonctionne par courtier. Donc, vous pouvez travailler avec un courtier qui va vous assurer, comme Courtois Assurance, par exemple, qui va vous assurer avec Intact. Vous pouvez aussi travailler avec une agence qui ne fait que vendre des produits Intact. Les deux peuvent très bien servir vos besoins. Les produits sont les mêmes. Tout le monde fait très bien son travail. Par contre, évidemment, si vous faites affaire avec une agence, c'est sûr qu'une agence Intact va vous assurer chez Intact. C'est tout, c'est la seule option qu'ils peuvent vous donner, alors qu'un courtier, généralement, a un peu plus d'options. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être rapidement, aussi, évidemment, dans le courant de la vie d'une police, il y a le renouvellement de la police. Des fois, les gens ont tendance à faire ça un peu automatiquement. Ça passe dans le compte de banque, c'est pas grave, ça sur le comptoir, pas le temps d'en occuper. Mais je vais vous montrer un petit document qui a été fait par la Chambre d'assurance de dommages qui parle de qu'est-ce qu'on doit vérifier lors de notre... Oh, c'est pas le bon, attendez un petit peu. En fait, je pense que je vais vous le dire verbalement, ça va être plus simple. Dans le fond, ce que vous avez à valider, est-ce que vous avez fait des rénovations? Avez-vous des biens de valeur? Est-ce qu'une nouvelle personne, on sait des fois les couples, ça change tout ça. Est-ce que vous avez une nouvelle personne chez vous qui a des caractéristiques différentes, par exemple, qui a déjà fait de faillite, qui a un dossier criminel ou qui a une historique de réclamation différent? Est-ce que vous avez des activités professionnelles dans votre unité? On sait avec le COVID, beaucoup de gens ont commencé à travailler de la maison. Souvent, ce questionnaire-là est posté avec votre renouvellement. Prenez un 5 minutes quand vous avez votre renouvellement. Ma situation a changé? J'ai-tu quelque chose? J'ai acheté des affaires? J'ai des collections? J'ai acheté un vélo à 12 000? On sait, c'est la folie des vélos actuellement. Les gens dépensent des grosses sommes pour leur vélo. La plupart des contrats d'assurance ont des limitations dans 3 à 5 000, des fois 10 pour les vélos. Si vous avez acheté un vélo à 15 000, bien, il ne sera pas assuré automatiquement, en tout cas pas au bon montant. Posez-vous ces questions-là, puis faites-le pas automatiquement. Merci beaucoup, Vincent. Alors, en terminant, dans un premier temps, j'aimerais remercier nos professionnels ce soir. Donc, toujours un plaisir, Maître Jolicoeur, de vous avoir avec nous. Vincent, c'était une grosse soirée pour toi sur l'assurance. Merci, désolé. Non, mais c'était bien de démystifier ça pour nos copropriétaires parce que je suis certain qu'il y a 90% des gens qui n'ont pas pris le temps de regarder ça comme on l'a fait ce soir dans toute leur vie. Mathieu Sirois de la firme Crawford, merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir présenté votre travail. Et je crois fortement, pour être dans l'industrie à temps plus que complet, que les syndicats vont commencer à faire affaire avec des gens comme vous, de votre équipe, pour s'aider, pour se faire aider dans les règlements de sinistre, parce que c'est quand même très compliqué, puis c'est très, très apprécié d'avoir des experts qui sont capables de prendre le pôle du syndicat ou du copropriétaire. Merci. Donc, allez-y. Je veux simplement signaler que l'assurance, on s'en sert uniquement lorsqu'on a des sinistres, mais je vais vous avouer qu'aujourd'hui, dans les copropriétés, ne pas avoir les bons produits d'assurance, ne pas être bien conseillé par des professionnels indépendants. Moi, je signale que le rôle du courtier, d'être en mesure de comparer différents produits, ça me semble essentiel. Surtout, puis là, moi je peux le dire, et M. Gaudreau peut-être pas, mais moi je peux vous dire que quand on est administrateur d'une copropriété, on a tout intérêt à transiger avec un courtier indépendant qui va prendre le temps d'analyser notre déclaration de copropriété puis de nous donner les conseils pour éviter comme administrateur qu'un jour notre responsabilité civile soit interpellée parce qu'on n'a pas le bon produit d'assurance. Il n'y a pas d'économie à faire dans les produits d'assurance, c'est ce qu'il faut retenir ce soir, autant pour le copropriétaire que pour le syndicat. Mais encore moins quand on gère comme administrateur l'actif de tous les autres copropriétaires, de faire des économies de bout de chandelle pour y arriver à la fin, ou est-ce que c'est un drame, c'est pas une bonne idée. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'animer un peu cette web radio. La prochaine web radio, le 13 octobre ou 14 octobre, peu importe, le mercredi du mois d'octobre, le sujet sera les huissiers de justice. C'est très méconnu leur travail. De plus en plus, on a affaire à eux dans la copropriété. Donc, les hypothèques légales, la vente du contrôle de la justice,
Tout ce qui est intérêt, on va recevoir des gens très compétents dans le domaine qui travaillent avec beaucoup de copropriétés. Donc, ce sera François Taillefer. M. Taillefer viendra nous parler avec un membre de son équipe, Mme Guylaine Aubu, et Maître Papineau sera là avec nous ce soir, là pour parler du rôle du huissier dans la copropriété. Donc, il est 20h01. Merci beaucoup à vous tous et bonne fin de soirée. Bonsoir à tous. Merci.